Bien, mes chers collègues, nous allons poursuivre l'examen du projet de loi instituant un système universel de retraite. Nous avons examiné 507 amendements. Il nous reste 19 931 amendements à examiner. Monsieur Vallot, vous m'avez demandé la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je souhaitais faire un rappel au règlement sur le fondement de l'article 86 alinéa 5 du règlement sur les conditions de recevabilité des amendements. Ce matin, la majorité a adopté un amendement 22 249 du rapporteur général et du rapporteur qui prévoit la mise en place du système universel, que la mise en place du système universel de retraite s'accompagne, dans le cadre d'une loi de programmation, de mécanismes permettant de garantir le niveau de pension des personnels enseignants fonctionnaires. Le premier alinéa de cet amendement est rigoureusement identique aux dispositions qui avaient été incriminées par le Conseil d'État dans son avis, qui en avait fait l'analyse suivante. Sauf à être regardées par leur imprécision comme dépourvues de toute valeur normative, les dispositions constituent une injonction au gouvernement de déposer un projet de loi et sont ainsi contraires à la Constitution. Madame la Présidente, je crois qu'il n'est pas de bonne politique et pas très honnête à l'endroit des enseignants que votre majorité, ainsi sciemment et instruite de l'avis du Conseil d'État, fasse adopter un amendement inconstitutionnel dont le seul but est de donner l'impression que le problème a été réglé alors qu'il continue de demeurer du fait même de votre texte. Par ailleurs, la mise en débat de cet article constitue une violation constitutionnelle qui vous appartenait de prévenir. Le Conseil constitutionnel, ainsi, dans ses décisions du 22 janvier 1990, du 4 mai 2000 et du 7 décembre 2000, ont acté que de telles injonctions ne trouvent de base juridique ni dans l'article 34, ni dans aucune autre disposition de la Constitution et portent atteinte au droit d'initiative des lois conférées par son article 39 au Premier ministre. Dès lors, cet amendement devait être déclaré irrecevable, comme l'ont été tous les amendements portant injonction et déposés sur ce texte, comme sur n'importe quel autre texte de loi. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste et apparenté ne peut que s'émouvoir de ce tour de passe-passe qui finira par rattraper le gouvernement et, in fine, l'ensemble des enseignants qui espèrent des promesses qui ont été faites, même s'ils en doutent fortement. Merci, je prends acte de votre remarque. Nous avons déjà débattu de cet amendement, donc je demanderai aux rapporteurs s'ils veulent redire une précision et ensuite on continuera notre examen. Non, je veux juste rappeler à M. Vallot, mais je suis sûr qu'il ne l'ignore pas, que le Conseil d'État est un avis qui est fourni auprès du ministre, et en aucun cas le Conseil d'État n'est le Conseil constitutionnel. Donc pour l'instant nous avons tenu compte de cet avis, nous en tirerons les conclusions ad hoc, mais à ce stade-là ça n'emporte rien de plus. Monsieur Catenas, c'est pas sur le fond de l'amendement, parce qu'il a déjà été débattu, et là c'était un rappel au règlement de Monsieur Vallot. Oui, donc, oui, mais ça vient s'ajouter à tout ce que l'on voit, c'est-à-dire que on voit apparaître un risque de caractère inconstitutionnel de votre projet de loi qui pourrait en quelque sorte réduire à néant l'ensemble de ces travaux. De la même manière, on sait maintenant depuis hier au moins qu'en toute hypothèse, les travaux de la commission spéciale seront eux aussi réduits à néant puisque le délai imparti ne sera pas suffisant pour étudier tout le texte et donc le 17 février, nous allons avoir Merci, on laisse parler Monsieur Quatennens. La faute, effectivement, de l'obstination de ce gouvernement. Mais en quelque sorte, on voit bien que les travaux de cette commission, d'abord, ne suscitent pas plus que ça l'intérêt de la majorité. On a assez peu un débat. Et en réalité, on voit que même quand des amendements sont adoptés ou quand on avance dans l'examen du texte, il y a un caractère potentiellement inconstitutionnel qui apparaît. Donc, d'ailleurs, on voit bien que cette commission intéresse peu, puisqu'il y a de moins en moins de monde qui y vient. On comprend bien le caractère vain de tout ce que Monsieur nous sommes en train de Catenas, ça, faire. ce sont des appréciations qui n'ont rien à voir avec la recevabilité d'un amendement. Donc maintenant, on va passer à autre chose. Ce sont des autres notions. Oui, mais à quoi bon? Oui, mais écoutez, monsieur, là, on est passé à autre chose. Alors, on va continuer. L'article additionnel avant l'article 2. Nous avons une série d'amendements identiques. Le 2534, Madame Autain n'est pas là. Monsieur Bernalicis non plus. Monsieur Coqueret. Alors, je vais passer directement à vous. Monsieur Quatennens, pardon. Oui, bien, écoutez, il s'agit clairement de mettre en conformité les écrits avec le contenu de ce texte, avec ce que le projet de loi vise à faire. Oui, on peut le dire, c'est une réforme bâclée. C'est une réforme bâclée. L'ensemble des éléments de langage ont été balayés. Le Conseil d'État est passé par là et indique clairement que tout ce qui a été mis en avant par le gouvernement ne fonctionne pas, mais surtout met en avant le caractère lacunaire du financement.
Or, bien évidemment, et on le comprend à la lumière de nos débats depuis plus de 24 heures, la question du financement des retraites est sans aucun doute le point central de la discussion, puisqu'on a bien compris que les paramètres étaient réduits à quelques-uns et qu'il y a dans cette salle une majorité qui souhaite que les Français travaillent toujours plus longtemps et une opposition qui vous montre que ce n'est pas inéluctable et qu'il y a d'autres choses à faire. Donc oui, on peut le dire clairement, c'est une réforme bâclée, raison pour laquelle nous proposons cette autre rédaction de l'intitulé de la section 2. Merci. Monsieur le rapporteur, sur cet amendement. Défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. À l'article 2, 20 amendements de suppression de l'article 2. Le 545, monsieur Daréville. Ah pardon, monsieur Villefranc. Au niveau des motifs, au prétexte, disons-nous, d'une simplification du système de retraite, cet article 2 procède à un nivellement par le bas, selon nous, des droits à la retraite entre les différents régimes existants. La logique du moins-disant social qui imprègne cette réforme, toujours selon nous, fera de nombreux perdants. Les femmes, la majorité des 22 millions de salariés du régime général, les professionnels libéraux, il faut vous rapprocher les agents du micro. des régimes Voilà. spéciaux, 400 000 personnes, les fonctionnaires, 4,4 millions de personnes, et notamment ceux appartenant aux catégories actives. En outre, la mise en place d'un système universel crée des régimes de retraite à la carte, à rebours des objectifs de justice sociale et de simplification. En l'occurrence de quoi, nous considérons également qu'il anticipe sur la cohabitation avec le système universel de centaines de régimes par capitalisation. À ce titre, nous demandons la suppression de cet article. Merci. Alors, monsieur Cotennas, pardon. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, cet article 2 pose le champ d'application de la réforme. Au passage, il refait référence à 42 régimes dont chacun aura compris qu'ils n'existaient pas, puisque en réalité, je rappelle que le Conseil d'orientation des retraites, lui, n'en connaît que 23, et le ministère de la Santé, ses statistiques, 18 seulement. Donc il y a eu en effet un peu de grossissement qui a déjà été éclairci ici pour finalement, en quelque sorte, attiser cette idée qu'il y aurait trop de régimes et que ce serait trop complexe. Mais surtout, là, on voit bien l'entourloupe, c'est que vous réaffirmez l'idée que ça ne s'applique que pour les Français nés à partir de 1975. Mais ça revient à la question que nous avons déjà posée plusieurs fois, Monsieur le Ministre, c'est que s'agissant du retrait provisoire de l'âge pivot, c'est pour ceux qui sont nés avant, et dès 1959 vraisemblablement. Donc là, il y a encore une fois dans cet article 2 le caractère finalement insincère du champ d'application de la loi, dont chacun doit savoir qu'elle concerne également les Français qui sont nés avant 1975 par l'instauration de cet âge d'équilibre à 64 ans, provisoirement retiré, mais on a bien compris que le gouvernement demandait aux partenaires sociaux de trouver 12 milliards d'économies pour ceux qui sont nés avant 1975. Merci. Le 21 085, monsieur Juanico. Monsieur Vallot. 21 085. Oui, merci, pardon. Comme les choses ne tournent pas forcément sur l'ordinateur à la même vitesse que nous avançons. Oui, c'est un amendement de suppression. D'abord parce que la réalité objective, c'est que vous prétendiez supprimer 42 régimes spéciaux et vous avez créé des centaines de régimes spéciaux. Personne n'est aujourd'hui capable de bien savoir ce qu'il va advenir de sa pension. Ce qui me donne l'occasion, mesdames et messieurs, de vous suggérer la lecture forte, instructive de l'étude d'impact, l'analyse de l'étude d'impact dans le monde d'aujourd'hui et qui corrobore dans la bouche d'un certain nombre d'économistes, dont Antoine Baudio, le côté lapidaire, lacunaire, pour ne pas dire tronqué et truqué de la dite étude d'impact. L'amendement suivant, Madame Le Pen n'est pas là. Alors, monsieur le rapporteur, sur ces amendements. Merci. Donc, quelques remarques qui me viennent à l'esprit. Donc, quand on parle de nivellement par le bas, moi, je suis plutôt content que les agriculteurs, les commerçants, les artisans vont pouvoir bénéficier d'une retraite minimale au moins à 1 000 €. Je suis content que les femmes dont
les interruptions de carrière liées à la maternité et à l'éducation des enfants sont très mal pris en compte. Donc je suis content que là on puisse progresser sur ce sujet-là. Je suis content que pour les chômeurs, les périodes de chômage puissent être mieux intégrées et permettre de générer un certain nombre de points, même si malgré tout la situation restera bien sûr compliquée pour eux. Donc je crois qu'on a un véritable source de progrès. Et donc, il serait dommage d'en priver ces catégories-là. Ensuite, je suis surpris que, il me semblait que du côté des rangs de la gauche, c'était l'objectif politique était de porter une forme d'universalité. Et là, vous défendez des régimes différents, avec des droits différents, avec des particularismes qui sont à l'opposé de du fonctionnement de notre société qui se veut plus égalitaire. Donc je suis surpris que ça vienne de vos bancs. Je rappelle simplement que quand on parle des 42 régimes, ça correspond à les 42 combinaisons possibles entre régime de base et régime complémentaire. Et puis enfin, je vois Monsieur Quatennens que vous voulez absolument à mélanger, quand vous parlez des dates d'affiliation, ce qui concerne le rééquilibrage du régime actuel, qui est un élément qui est prévu par la conférence de financement, et le projet dont on discute, qui est ce futur système universel. Donc, vous contribuez à rajouter du flou, celui que vous prétendez combattre, mais vous mélangez vous mélangez volontairement les sujets pour essayer de perdre nos concitoyens sur les enjeux de cette réforme. Donc, défavorable. Merci. Alors, Monsieur Carrez. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais quand même dire au rapporteur que le mot universel a un côté quand même excessif, pour ne pas dire abusif, parce que il est exact que derrière ce mot vont être constitués de façon pérenne une multitude de régimes distincts, comme le souligne le Conseil d'État dans son avis. Et il faut aussi dire que le slogan unificateur consistant à avancer que pour 1 euro cotisé seraient ouverts les mêmes droits pour tous a été corrigé à la demande du Conseil d'État en ajoutant que ce principe devait être mis en œuvre selon des modalités fixées par la loi, ce qui veut bien dire qu'il subira, sans pour autant encourir le risque de rupture d'égalité, ça je suis bien d'accord, mais il devra subir différentes modalités d'application. Et par ailleurs, et là je rejoins mes collègues, le système transitoire est tellement long, que vont coexister, si je prends l'exemple des régimes spéciaux, à l'intérieur des régimes spéciaux RATP et SNCF, selon que vous êtes né avant 1980 ou avant 1985, des régimes différents qui vont durer pendant des décennies, différents du régime général d'avant ou d'après 1975. Donc vous voyez bien les limites de ce mot universel que nos collègues ont raison de souligner. Merci, Monsieur Carrez. Monsieur Jonico. Oui, il y a un devoir de sincérité dans l'exposé des différents articles, et en particulier l'article 2, qui parle d'un système dit universel, dont le Conseil d'État nous dit bien qu'il y aura 5 régimes différents, des règles dérogatoires qui s'appliqueront à chacun de ces régimes. Et il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est que vous n'allez pas supprimer les régimes spéciaux. Vous n'allez pas, par exemple, supprimer le régime spécial des marins-pêcheurs. Personne ne l'imagine. J'ai pris l'exemple, il y a 48 heures, du régime spécial des mines. Les mineurs de fond qui ont obtenu à la fois 100% de gratuité des soins en 46, mais aussi, bien évidemment, en contrepartie de la pénibilité de leur métier, qui est un métier extrêmement dangereux, beaucoup y ont laissé, bien évidemment, la vie, ont eu des modalités particulières de ces systèmes de retraite. Aujourd'hui, il y a 240 000 bénéficiaires, encore des anciens mineurs ou des veuves qui touchent des petites pensions de reversion très faibles et qui sont dans la précarité. Et ça représente 1 milliard d'euros. Et donc, le ministre a bien dit que ces 1 milliard d'euros, ça serait la solidarité nationale qui le prendrait en charge. Donc vous ne supprimerez pas le régime spécial des mines, même s'il n'y a pas de nouveaux entrants dans ce régime spécial jusqu'au dernier survivant, ancien mineur ou veuve, vous continuerez à appliquer ce régime spécial, donc dites la vérité. Merci. Monsieur Hubert Wulfranc.
Merci Madame la Présidente. Juste une précision, moi je ne peux pas laisser entendre dans la réponse du rapporteur que le nouveau système par points va sensiblement améliorer la situation des demandeurs d'emploi. Certes, vous attribuez des points aux allocataires du chômage, et tout cela en vous vantant de solidarité, mais après avoir réduit, car tout doit être mis dans son contexte, après avoir réduit les allocations et l'accès aux allocations chômage et leur niveau, d'ailleurs à ce titre, l'organisation CFDT vous renvoie à une proposition vous invitant à vous référer aux derniers revenus de la période travaillée. Donc, sans compter, par exemple, le délai de carence que vous instituez, a priori, à 30 jours sur les congés maladie, autant d'éléments qui ne permettent pas de prendre l'argument de la solidarité en appui de l'universalité, comme vous le faites. Merci, Monsieur Cotenins. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais définitivement demander à Monsieur le rapporteur de se contenter de contre-argumenter, mais de cesser de balayer les arguments de l'opposition en prétendant que ce serait de fausses informations, une manipulation de l'opinion. Parce que très franchement, Monsieur le rapporteur, en matière de manipulation de l'opinion, vous êtes les grands champions. D'abord, c'est vous, On laisse parler, s'il vous plaît. C'est vous qui avez créé... S'il vous plaît, on laisse parler les orateurs. C'est vous qui avez créé autant de régimes spéciaux qu'il y a d'entreprises. C'est vous qui vous apprêtez à créer autant de régimes spéciaux qu'il y a de générations. C'est vous qui nous parlez d'universalité alors qu'il n'en est rien. C'est vous qui nous parlez d'1 euro qui conférerait les mêmes droits alors qu'il n'en est absolument rien. Donc en matière de fausses informations, ça suffit. Qui plus est, je rappelle, parce que la répétition fixe la notion, que vous nous avez fourni une étude d'impact qui est truquée. Vous avez gelé... Non mais, vous vous marrez, mais quand même... On ne se marre pas du tout, non, mais et je voudrais qu'on arrête, s'il vous plaît. Stop, ça suffit maintenant. Vous nous prenez pour des imbéciles. Eh oh, vous parlez à qui, Vous nous prenez là pour des imbéciles, en plus, vous vous moquez de nous. Eh oh, monsieur Cotenins. Écoutez-moi. Bon, allez, hop. Alors, Monsieur Bridet. Le troupeau qui veulent... Monsieur Bridet, s'il vous plaît. On arrête. Bon, merci Madame la Et Présidente. je demande à Chers chacun de collègues, reprendre qu'est-ce que son c'est que calme. le troupeau qui Je veulent demande, Monsieur Jumel, vous le premier, je demande à Monsieur chacun Jumel, de reprendre vous son allez me laisser calme. parler. Je vais laisser parler Chacun a le droit de l'opposition. s'exprimer. Il a laissé ça. Voilà. Alors maintenant, et je l'ai dit pendant que Monsieur Cotenins parlait, je le dis maintenant. Bon, je pour vais essayer Monsieur Bridet. de remettre un peu de sérénité dans ce débat, mon cher député Jumel. Quelques précisions sur notre projet, pas sur le projet qui est déformé par les propos de certains de nos collègues. Mais aujourd'hui, on part d'un constat. Est-ce que les Français sont satisfaits du système actuel de retraite? La réponse est non. Ils jugent à 72%. Ils jugent à 72%, les Français, que ce système ne leur garantit pas de bénéficier d'une retraite correcte. Ils qualifient à 68% de système trop complexe. Ils qualifient ou le perçoivent comme trop injuste à 79%. À 74%, ils considèrent qu'il n'est pas adapté à leur parcours professionnel. Et enfin, qu'il n'est pas viable à long terme pour 79%. C'est ce que pensent les Français et ça date de fin 2018, donc un peu plus d'il y a un an. C'est tout. Et ce n'est pas un sondage ni de La République En Marche, ni de l'étude d'impact. C'est un sondage d'une entreprise qui s'appelle Odoxa, que vous connaissez. Donc il faut, et je pense que nous sommes tous d'accord, qu'il faut remettre à plat le système de retraite. C'est ce que nous faisons, c'est que nous proposons, avec des périodes de transition qui sont peut-être critiquées pour certains, mais ce système, nous le fondons pour 60, 70 ans, pour 2, 3, 4 générations. Et donc Monsieur effectivement, Bridet. et donner le temps de la transition sur 10 à 15 ans, Merci. ce n'est pas déplorable. Merci. Alors, je mets aux voix ces amendements identiques de suppression qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous arrivons à une série d'amendements identiques.
Le 25-51 n'est pas défendu. Alors, attendez. Le 25-62, monsieur Quatennens. Oui, merci Madame la Présidente. Eh bien, avec cet amendement, nous proposons effectivement la suppression de l'alinéa suivant, puisque vous reparlez à nouveau d'un système universel de retraite. Ça fait maintenant plusieurs fois qu'on vous dit que l'universalité n'est finalement que l'alibi de ce projet de loi, mais qu'il n'en est rien. Et donc, nous adjurons cette majorité de cesser d'employer ce terme. Le système n'est pas universel. Donc, dites ce que vous faites réellement, mais ne dites pas l'inverse de ce que vous faites. Vous ne faites pas un système universel. Vous faites un système avec au moins 5 régimes différents, si on en croit les conclusions du Conseil d'État, sans compter les nombreuses dérogations. Et nous le disons, autant que de générations, eu égard au fait que l'âge d'équilibre va bien se décaler génération après génération, contrairement à ce que dit l'étude d'impact truquée pour donner l'impression que le système est plus favorable. Donc nous proposons la suppression de cet alinéa qui ne correspond absolument pas à ce que votre projet de loi fait véritablement. Merci. Monsieur le rapporteur, sur cet amendement. Ce matin, votre collègue, M. Quatennens, se référait au petit Robert. Je vous invite à le regarder à votre tour. On a dit universel, on n'a pas dit uniforme. Il y a des différences entre un certain nombre de métiers. Et notre système qui se veut de couvrir tout le monde avec un corps de règles communes en matière de protection d'assurance retraite de base et de complémentaire. Mais c'est un corps de règles communes, nous ne nous avons jamais dit que c'était uniforme. Et pour revenir à des propos qui ont été tenus tout à l'heure, nous envisageons une réforme systémique et donc par définition, il faut de la transition, une transition longue pour faire converger les différents systèmes actuels vers ce régime universel que l'on appelle de nos voeux. Voilà, donc défavorable. Merci, Madame Rabault. Merci Madame la Présidente. Ça a été dit à plusieurs reprises, et donc je ne vais pas le redire, mais quand même, le système universel n'a d'universel dans votre projet de loi que son nom. Et si j'en crois les 6 pages entières consacrées par le quotidien du soir à votre réforme des retraites, je crois que nous ne sommes pas les seuls à penser que votre système n'est absolument pas universel. Alors on pourrait se dire, certains économistes plutôt classés à gauche pourraient effectivement dénoncer cela, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que, et pour preuve, si vous allez à la page 30 de ce quotidien, vous verrez l'analyse de Jean-Paul Fitoussi, qui vous déclare que l'illusion technocratique a tourné au déni de l'exigence de solidarité. Dans un système universel, la base doit être la solidarité. Et vous voyez que cette exigence de solidarité, non seulement elle ne fait pas partie de votre projet de loi, vous ne le voyez pas, nous le disons depuis maintenant 2 jours, mais d'autres que nous le disent et commencent à s'exprimer et à le dire publiquement. Merci. Mais c'est nous qui la faisons. Monsieur Dharréville. Oui, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, on a le sentiment quand même que vous voulez raconter une belle histoire, mais vous n'en avez pas les moyens. Parce que dans le texte, il n'y a pas ce que vous dites qu'il y a. Et à chaque fois, y compris, monsieur le rapporteur, quand vous égrenez un certain nombre de choses sur lesquelles, soi-disant, il y aurait des progrès au rendez-vous, tout ça fait partie d'un jeu de bonneteau où les choses sont évidemment plus compliquées. Et je me permets de vous rappeler qu'un certain nombre des éléments que vous avez cités ne relèvent pas du niveau de la nouvelle réforme systémique dont vous parlez, mais ça relève de paramètres qui pourraient tout à fait être corrigés, et nous le souhaitons, et nous le demandons parfois depuis très longtemps dans le régime actuel. Ensuite, vous nous expliquez, nous n'avons pas dit uniforme, nous avons dit universel, pas uniforme, etc. Et la définition que vous donnez, on peut la reprendre à la lettre, elle correspond à l'existant, au bout du compte. Donc, bon voilà, là, il me semble qu'il faudrait regarder les effets concrets des propositions qui sont contenues dans votre projet, et on se rendra compte que ça pose des problèmes lourds. Je voudrais citer l'étude d'impact qui raconte effectivement beaucoup d'approximations, mais qui a à la page 149 qui explique ceci: les taux de remplacement sur la différence entre le dernier revenu d'activité et la retraite des agents publics sont équivalents à ceux des salariés, malgré ces règles différentes. Donc vous voyez bien qu'on est dans ce registre-là. Vous avez dit sus aux privilèges, et vous avez défini les privilèges comme étant finalement des retraités
retraités, comme vous et moi, des retraités. Merci. Voilà. Et donc, je crois que vous trompez de privilégiés. C'est pas cela les privilégiés dans la société. Merci. Monsieur Woerth. Oui, on n'est pas dans un système universel. Ou en tout cas, on n'a pas besoin d'un système universel pour régler au fur et à mesure les questions de retraite. On a besoin d'un système équilibré sur le plan financier et qui traite de la même manière, sur une partie probablement de la rémunération, de la même manière. Et on a besoin de systèmes complémentaires. Il n'y a aucune raison d'aller supprimer les systèmes complémentaires ni les systèmes autonomes. C'est une réforme qui est assez inutile et en tout cas inutilement provocatrice pour un certain nombre de professions. On a besoin d'un système universel qui couvre une partie de la rémunération, peut-être un plafond, c'est déjà plutôt bien, et pour le reste, de laisser vivre les différences entre les professions. Et l'idée de base, qui était de dire il y a 42 régimes, et c'est incompréhensible, une sorte de puzzle où personne ne peut se retrouver, c'est assez faux. Il y a 5, 6, 7 régimes qui couvrent 95% de la population. Le reste n'est absolument pas systémique. Et d'ailleurs, même dans les 5 ou 6 qui couvrent 95% de la population, certains ne le sont pas. Il suffisait tout simplement de faire converger un certain nombre de règles, de certainement, comme nous le proposons, de fusionner le public et le privé, en tout cas, bien évidemment, jusqu'à un plafond et éventuellement au-delà, et de régler la question des régimes spéciaux dans une transition acceptable et pas interminable comme celle qui est dans le texte. Et à ce moment-là, vous aviez un système, à partir du moment où vous augmentiez l'âge de la retraite, qui était un système qui continuait à vivre pendant longtemps et sans doute de plus en plus juste. Alors qu'au contraire, vous le bâtissez sur quelque chose d'inexplicable et donc à partir de ce moment-là, ni compréhensible et qu'aucun Français ne peut s'approprier. Il n'y avait pas de raison de provoquer plein de catégories de Français. La retraite, c'est quand même le reflet des carrières. Merci. Monsieur Da Silva. Oui, justement, le système universel de retraite se fonde justement sur une solidarité interprofessionnelle. Donc, moi, je suis assez surpris de voir que ceux qui prônent la solidarité ne comprennent pas le sens profond de ce système. C'est-à-dire que vous préférez finalement garder des professions avec finalement des démographies favorables pour certains et complètement défavorables pour d'autres. Nous disons tous les Français dans un même système pour justement avoir une démographie favorable pour tous. Merci. Alors, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le suivant n'est pas défendu. Le 21 533, Monsieur Daréville. Monsieur Jumel. Il n'y a pas que la machine qui déconne, vous voulez dire? Non, vous avez raison, vous aussi. J'attendais... S'il vous plaît. Écoutez, cet amendement est un peu récurrent, alors qu'il n'est pas un amendement d'obstruction, mais du coup, il me permet de dire 2 ou 3 choses. Je pense qu'il serait sage dans cette commission d'adopter un amendement pour que le calendrier s'arrête. Vous savez qu'on arrête, que chaque jour qui passe soit pour vous un lot de mauvaises nouvelles. Parce que depuis quelques jours, quand même, à chaque étape, vous en prenez plein la carafe sur ce que nous disons sur votre mauvais projet depuis plusieurs semaines. Le Conseil d'État a ouvert le bal en vous disant que tout cela était inintelligible, pipé, etc. Et aujourd'hui, on a un journal national, Le Monde, pas l'Humain, hein, Le Monde, sérieux, avec une expertise étayée qui vous fait le même procès que celui que nous faisons depuis plusieurs jours, c'est-à-dire que les études de cas sont tronquées, que tout ce que nous disons sur les effets dramatique que votre réforme va avoir sur les fonctionnaires, sur les carrières hachées, va se trouver vérifié. Et donc, je vous propose d'arrêter le temps. Parce que depuis jeudi, ça devient très compliqué pour vous. Vous êtes de plus en plus détaché du corps social. Vous êtes de plus en plus détaché des corps constitués. Vous êtes de plus en plus détaché de, y compris les autres juridictions qui sont là pour éviter des erreurs manifestes de droit. Et donc voilà, je voulais, à travers cet amendement qui grave dans le marbre l'inéquité de votre projet, vous rappeler là-dessus, en étant heureux que j'ai pu le faire sans que le centre de l'hémicycle ne grogne.
sauf qu'on est en commission pour l'instant. Alors, je vais donc demander son avis à monsieur le rapporteur. Donc, M. Jumel a dit que c'était un amendement récurrent et je vais faire une réponse donc récurrente à ce genre d'amendement, défavorable. Alors, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement suivant, le 14665. Monsieur Jumel? Monsieur Vulfranc? Non, Monsieur Jumel. D'accord. C'est toujours la faute des autres. Oui, alors, effectivement, nous avons tenté à plusieurs reprises de développer des arguments qui permettent de mesurer que les prestations définies ne seront pas garanties. J'ajoute que ce matin, il s'est quand même passé quelque chose de très important, de grave. À l'initiative du président Vigier, nous vous avons fait la proposition que nous mettions dans le texte qu'on garantissait aux retraités le fait que leur situation ne se dégrade pas après la réforme. Ça aurait dû créer le consensus, l'unanimité, et ça aurait dû être pour vous un bon moyen de rassurer l'opinion publique qui, chaque jour qui passe, est un peu plus inquiète. Vous avez refusé cela. Refuser cet amendement de notre collègue Vigier, c'est admettre, rendre officiel au bout du compte, le fait que pour un grand nombre de nos concitoyens, cette réforme va dégrader leur pension, va dégrader le niveau des prestations définies. Alors je vous vois faire la moue et je vous comprends, parce que d'une certaine manière, vous êtes là en flagrant délit d'un projet qui est là pour ça. J'ajoute que vous avez refusé, en évoquant l'article 40, un amendement de fond que nous avons déposé pour supprimer l'âge d'équilibre. Ce faisant, vous faites la démonstration que si supprimer l'âge d'équilibre génère des recettes en moins ou des dépenses, des dépenses en moins et des recettes en plus, il est là pour faire des économies sur le dos des retraités. Voilà le sens de cet amendement que je vous appelle à voter pour vous rattraper. Merci. Monsieur le rapporteur. Nous avons déjà eu exactement le même amendement à l'article 1 sur prestations définies, cotisations définies, donc je répète défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui a un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous arrivons à une série d'amendements identiques. Le 26-13, monsieur Cotanas. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, en réalité, ce que ce projet de loi veut faire, c'est contenir la part des richesses consacrées aux retraites et donc faire en sorte que les Françaises, les Français travaillent mécaniquement et progressivement, comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, toujours plus longtemps. Tout le monde aura compris que ce ne sont pas les seules modalités pour pouvoir financer les retraites. Et comme c'est inacceptable aux yeux des Français, compte tenu du fait qu'ils savent bien que la productivité a augmenté et que la richesse produite par le travail est mal répartie, il n'y a pas de caractère inéluctable, pas de fatalité au fait qu'il faille travailler toujours plus longtemps. Évidemment, c'est inacceptable pour l'opinion publique et donc la manière que vous avez employée pour essayer de vendre votre projet de loi, c'est de vendre finalement cette idée de l'universalité, mais encore une fois, qui n'en est pas une. Je reprécise que si vous n'êtes pas convaincu par nos arguments, le Conseil d'État, qui est votre conseil juridique, se charge de vous expliquer que non, vous ne créez pas un régime universel. Donc s'il vous plaît, cessez de vous acharner à nous le dire, même si vous avez pris quelques libertés avec la manière dont on peut définir l'universalité. Emmanuel Macron avait commencé à le faire, vous le faites vous aussi. Votre conseil juridique, le Conseil d'État, vous dit qu'il n'y a pas d'universalité. Ça n'est que le verre d'eau pour mieux faire passer une pilule inacceptable aux yeux des Français. Le 21-170, Madame Rabault. Oui, merci Madame la Présidente. Le gouvernement veut accréditer l'idée qu'il créerait un système universel, sous-entendant que le système actuel ne le serait pas, ce qui est faux.
Par ailleurs, comme l'indique le Conseil d'État dans son avis, le système qu'il propose ne crée pas un régime universel de retraite qui serait caractérisé comme tout régime de sécurité sociale par un ensemble constitué d'une population éligible unique, des règles uniformes et d'une caisse unique, puisque subsistent à l'intérieur de ces systèmes 5 régimes, comme le rappelle le Conseil d'État. Et donc, on voit bien que ce système universel n'a d'universel que le nom. En plus, le gouvernement fait reposer son système sur des règles mouvantes liées à l'évolution de l'âge d'équilibre, ce qui est contraire à l'idée et l'esprit même d'un système universel. Donc, pour toutes ces raisons-là, nous proposons de rédiger l'alinéa 2 de façon différente, comme un système piloté par l'ensemble des cotisants qui garantit à tous un revenu digne. Merci. Monsieur le rapporteur, sur ces amendements identiques. Nous avons déjà eu ce débat avec la suppression globale de l'article 2, donc défavorable. Madame Rabault. Oui, non, mais si, ça marche. Oui, merci, Madame la Présidente. Nous insistons lourdement sur le fait que vous ne pouvez pas utiliser le mot universel sur un système qui ne l'est pas. Vous pouvez utiliser des effets de sémantique, vous pouvez vous faire plaisir en imaginant que vous allez construire un système universel. C'est faux, puisque comme ça a été rappelé à plusieurs reprises, chaque génération va avoir un âge d'équilibre différent. Donc chaque génération va avoir un malus différent, puisque je rappelle qu'avec votre formule de calcul, le système universel, soi-disant universel, que vous projetez de mettre en place, les pensions seront égales à nombre de points fois valeur du point, moins le malus. La seule chose qui sera peut-être universelle, c'est le nombre de points que vous pourrez acquérir. En revanche, la valeur du point va bouger chaque année. Et le malus va dépendre de l'âge, et le malus va dépendre de l'âge d'équilibre que vous allez instaurer. Je le répète, mais je le répéterai jusqu'à la fin de l'examen de ce texte. C'est la première fois depuis 1945, la première fois qu'un malus dépend d'un âge d'équilibre. Merci. Et non de la durée de cotisation. Merci, Madame Rabault. Monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements identiques. Non, c'était fait. Oups. Oui, vous voyez, ça m'arrive. Monsieur Ollier. Merci Madame la Présidente. Je veux bien que vous répétiez cette ineptie, Madame Rabault, mais ça n'en fait pas une vérité. Parce que je ne vais pas m'appuyer sur l'étude d'impact que vous avez jugée truquée, que nous jugeons intéressante sur cette question, mais je vais m'appuyer sur l'avis du Conseil d'État, que vous avez largement cité, et donc que je vais me permettre de citer. Cet avis du Conseil d'État, il dit à son considérant numéro 12, « est bien créé un système universel par points applicable à l'ensemble des affiliés à la sécurité sociale française, du secteur privé comme du secteur public, qui se substitue au régime de base et aux complémentaires et surcomplémentaires obligatoires. » Bref, donc cet argument qui est celui des juristes du Conseil d'État, il vient battre en brèche toute votre argumentation qui consiste à dire qu'il n'y a pas de régime universel ou système universel, pour être plus précis, parce qu'il y en a un et il est analysé comme tel par la haute juridiction française. Merci. Monsieur Cotenins. Oui, Madame la Présidente, merci. Monsieur Ollier, la seule chose qui soit véritablement universelle dans votre projet de loi, c'est le fait qu'il faille travailler plus longtemps. Sinon, en réalité, il n'y a pas d'universalité. Ça a été dit, l'âge d'équilibre, qui respecte d'ailleurs les préconisations du rapport de Levoy, se décale génération après génération. Vous-même, vous êtes né à une certaine date qui n'est pas la même que votre voisin. Lui et vous n'avez pas le même âge d'équilibre visé par le rapport de Levoy. C'est donc bien qu'il n'y a pas d'universalité dans cette affaire. Moi, j'ai regardé, par exemple, pour la génération qui est la mienne, 1990, l'âge d'équilibre, c'est 66 ans et demi. Et ça n'est pas le même âge d'équilibre que probablement certains de mes voisins et des générations d'après. Donc, il y a bien, effectivement, une tromperie en la matière, c'est qu'il y aura bien autant de régimes spéciaux qu'il va y avoir de générations. Chaque génération aura des considérations différentes à respecter, s'agissant notamment de l'âge, pour pouvoir avoir accès à une pension à taux plein. Donc il n'y a pas d'universalité. Je veux dire, nous sommes dans le 90% de ce projet de loi, ce ne sont que des éléments de langage pour masquer quelque chose qui se résume en très peu de mots, mais que vous n'assumez pas. Quant à l'étude d'impact, vous dites que nous lui prétendons d'être manipulés, mais faites-nous la démonstration du contraire, monsieur Ollier. Les cas types gèlent l'âge d'équilibre. C'est en contradiction avec votre propre projet de loi qui préconise que cet âge d'équilibre se décale. Merci. Monsieur Carrez. Oui, je voudrais confirmer ce que disait Madame Rabault et infirmer ce que disait notre collègue Ollier. Si vous regardez le considérant 38 de l'avis du Conseil d'État, il est bien indiqué, et c'est ce que disait Madame Rabault, pour la première fois, le système de majoration, minération, de surcote ou de décote
va dépendre de l'évolution de l'âge d'équilibre. Et cet âge d'équilibre est différent selon les générations. Et ça, c'est un élément tout à fait nouveau. Et c'est explicite dans l'avis du Conseil d'État. Bien. S'il vous plaît, je mets aux voix. Je demande à ce qu'on n'échange pas comme ça. C'est pas possible, c'est trop bruyant. Merci. Merci. Je mets aux voix ces amendements identiques qui ont un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Le 2568, Monsieur Quatennens. Non, c'est pas le 2568, c'est le 2579 pour vous. Oui, merci Madame la Présidente. Bon. Naissance en 1973, âge d'équilibre 64 ans. J'en prends quelques-uns. 82, 83, 84, 64 ans,75. 1997, 1998, 1999, 66 ans. 2009, 2010, 2011, 67 ans. Il n'y a pas d'universalité. Il n'y a pas d'universalité puisque chaque génération a des conditions différentes pour accéder à une pension à taux plein. Précisément, il ne peut y avoir d'universalité parce que votre variable d'ajustement est bien l'âge auquel les gens pourront effectivement partir avec une pension à taux plein. C'est votre variable d'ajustement, ça ne peut donc pas être un motif d'universalité. Il n'y a donc rien d'universel dans ce projet de loi. Sinon que l'essentiel. Vous ne voulez pas accorder une part plus importante des richesses aux retraites. Vous voulez contracter la part de cette richesse consacrée aux retraites. Vous voulez encourager à la capitalisation et pousser inexorablement les Français à travailler plus longtemps. C'est tout. Merci. Et vous avez le droit. Merci. Mais dites-le. L'avis du rapporteur. Alors, il serait bon de, Monsieur Quatennens, de défendre les amendements que vous déposez, parce que ça n'a rien à voir avec le sujet que vous venez d'évoquer. Alors, malgré tout, sur l'universalité, ce sont un ensemble de principes qui sont communs à tout le monde. Principe d'un système par points, ok, on l'assume. Principe d'un âge d'équilibre, ok, on l'assume. Principe d'une réversion à 70% pour le conjoint survivant. Principe d'une majoration pour chaque enfant. Principe de la prise en compte de la pénibilité. Et donc c'est un certain nombre de principes qui s'appliqueront de la même façon à chacun d'entre nous. Et effectivement, l'âge d'équilibre, il est évoqué il va évoluer en fonction de l'espérance de vie. C'est les mêmes principes, c'est pas des principes qui sont différents suivant le régime auquel on appartient. C'est en ça que on déclare ce cadre que nous créons comme universel. Merci. Alors, Monsieur Bazin, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, en fait, on a un problème de fond dans la discussion sur ce texte. Comme il y a des trous, on n'arrête pas d'évoquer des sujets qui ne sont pas dedans. Est-ce qu'il ne serait pas opportun que vous puissiez nous dire ce qui va être mis dedans? Quelles sont vos intentions, surtout si la conférence de financement, au rythme qu'elle a avec une prochaine plénière renvoyée au mois d'avril, il serait intéressant de savoir exactement quelles vont être les hypothèses que vous allez mettre sur l'âge, sur un certain nombre d'éléments, de manière à pouvoir le faire. Sur l'universalité, même le Conseil d'État dit que la diversité et la complexité des situations fait que le mot est un peu abusif. Parce que vous n'allez pas appliquer les mêmes règles pour tous. D'ailleurs, sur les taux demandés aux 5 régimes, certains vont être appelés à avoir un taux majoré, qui ne leur donnera pas justement les mêmes droits. Donc je pense qu'il ne faut pas renvoyer aux dispositifs plutôt intéressants de prise en compte des droits familiaux, des droits conjugaux. Ah, non, le vrai sujet, et on y viendra tout à l'heure, c'est pourquoi il y a des dispositifs, il y a des règles différentes selon les situations. Et je pense que vous n'allez pas au bout et l'universalité ne se vérifie pas dans le traitement que vous allez faire, notamment des professions libérales. Merci, Monsieur Jumel. Oui, pour consolider les propos de mes collègues de l'opposition. Ce qui va différer, c'est la mise en œuvre du calendrier de la réforme, parce que selon son âge, la réforme ne se met pas en œuvre en même temps. Si on est né en 60, elle se met en œuvre en janvier 2022. Si on est né en 65, elle se met en œuvre en 27. Ensuite, l'âge d'équilibre n'est pas le même, selon son âge. Pour celui qui est né en 60, 62 ans et 4 mois. Pour celui qui est né en 65, 64 ans. Donc,
l'âge d'équilibre diffère. Et puis ensuite, nous avons eu beaucoup de débats là-dessus, les éléments d'espérance de vie en bonne santé, qui sont un élément supplémentaire de rupture d'universalité. En fait, votre projet, comme on dit chez moi à Dieppe, c'est chacun son pain, chacun son hareng. C'est une individualisation des droits qui, au bout du compte, flingue la répartition, la solidarité entre les générations, et flingue ce qui fait le socle de la protection sociale à la française. Mais assumez ça, osez cela. Considérer que c'est un choix idéologique, d'ailleurs, qui est assez classique chez les libéraux, puisqu'il a pour vocation d'ouvrir la porte à la capitalisation. Et reconnaissez-nous dans notre rôle d'opposition qu'en dénonçant cela, nous réaffirmons notre attachement à ce qui a fait les fondamentaux de notre système de retraite et ce qui fait la crainte majeure de nos habitants. Monsieur Vallot. Oui, merci. J'ai compris que la lecture, selon le lecteur, était avec une interprétation à géométrie variable de l'avis du Conseil d'État. Et je pense des accords avec Sacha Houlier. Donc, je vais prendre une autre source pour montrer qu'on n'est pas dans un système universel. C'est le président de la République. Il disait à Rodez le 3 octobre, devant un panel, il disait, si je commence à dire, on garde un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos. Parce que derrière, on me dira, vous faites ça pour les policiers, donc pour les gendarmes. Ensuite, vous me dites, on fait ça pour les gendarmes, pourquoi pas pour les infirmières et les aides-soignantes. Et puis, il avait cette conclusion, et puis on va refaire nos régimes spéciaux en 2 temps, 3 mouvements. On y est. Il a raison, la conclusion est juste. On y est. Alors, monsieur Mattei. Oui, Madame la Présidente, dans le cadre de cette commission, on s'intéresse aux textes. On est en train de travailler sur des textes, me semble-t-il. Alors moi, je reprends l'alinéa 2. Alors pour une fois, l'amendement de la France Insoumise s'intéresse au fond. Bon, à mon avis, l'amendement qu'il propose est moins bien rédigé que le texte. Mais bon, on définit un système universel de retraite prévu par le présent titre est un ensemble de règles. Et on définit les règles. Donc il me semble qu'on définit ce que c'est que le système universel. On est dans le cadre du champ d'application, l'article 2. Ensuite, on va décliner les autres dispositifs. Donc faisons un peu de droit. Essayons de faire une élaboration des textes. Alors c'est intéressant d'avoir des discussions générales à l'infini. Mais là, sur le problème posé par l'amendement, à mon avis, l'amendement proposé est beaucoup plus restrictif et beaucoup plus, je dirais, succinct que l'article lui-même proposé. Merci, Madame Fabre. Merci Madame la Présidente. Alors je trouve ça quand même formidable parce qu'on vous entend tous défendre le système universel comme des puristes, plus royalistes que le roi, mais vous voulez le régime universel ou vous ne voulez pas le régime universel? C'est ça, j'ai du mal à comprendre. On va quand même très loin dans justement le fait de progresser dans l'universalité du système. Que n'avez-vous pas fait le régime universel avant nous si vous y tenez tant et si vous le voulez aussi pur? On avance énormément, on progresse énormément. Je pense que vous ne pouvez pas dire le contraire. Aujourd'hui, on part avec 42 régimes et demain, on a quand même un système qui est beaucoup mieux intégré. Je pense que vous pouvez quand même convenir sur ce point, ou alors c'est qu'on a quand même un souci de mauvaise foi. Et l'universalité, c'est pas du tout ce dont vous parlez par classe d'âge. L'universalité, c'est les mêmes règles pour tous, quelles que soient les professions et les statuts. Et c'est bien ce qu'on est en train de faire, c'est bien le chemin vers lequel on va. S'il vous plaît, on a dit qu'on ne s'interrompait pas, alors c'est valable pour tout le monde, d'accord? Clémentine Autain, et on essaie de ne pas interrompre Madame Autain. Oui, alors je voudrais qu'on se comprenne bien parce que c'est un débat enfin qui arrive dans cette commission, on s'en félicite. Ce que nous voulons, c'est un système qui soit plus juste et un système qui favorise des mécanismes de solidarité. C'est pourquoi nous ne voulons pas de votre régime qui n'est pas universel dans la réalité pour plusieurs raisons que j'ai déjà exprimées, je répète. La première, c'est que vous avez d'ores et déjà
des mécanismes spécifiques pour les militaires, pour les policiers, pour les personnels navigants, pour les routiers, etc. Donc vous allez vous-même être obligé de considérer un certain nombre de spécificités, que par ailleurs nous plaidons pour la reconnaissance de la pénibilité, ce qui crée aussi des spécificités. Donc nous ne sommes pas contre des spécificités, nous contestons le fait que votre régime serait universel, aussi parce que les générations n'auront pas le même régime, puisque l'âge d'équilibre vient impacter ceux qu'ils vont toucher. Donc il n'y a rien d'universel dans votre système, mais il y a tout qui détruit les mécanismes de solidarité auxquels nous sommes profondément attachés. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Une série d'amendements identiques va suivre. Le 2585, Madame Autain. Non, c'est pas celui-là. On attend qu'Elias fonctionne. Excusez-moi, j'ai Elias qui ne fonctionne pas. Donc je vais prendre sur celui-là. Non, c'est bon. Voilà, c'est le 2585. Donc, après le mot système, nous voulons rédiger ainsi l'alinéa 2. De retraite comprend des règles communes à l'ensemble des assurés qui peuvent toutefois relever de régimes prenant en compte la pénibilité de leur activité, les périodes d'interruption ou d'activité partielle subies. Ce régime, comme étant basé sur le principe de solidarité, des correctifs sont apportés de façon à permettre à tous de bénéficier d'une pension digne. Voilà exactement la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous voulons un régime qui permette de reconnaître des spécificités, la pénibilité, les périodes d'interruption, l'activité partielle, et qui donc corrige des mécanismes qui ne fonctionnent pas dans votre système, puisque si 1 égale 1 pour tout le monde, si 1 égale 1 pour tout le monde, comment voulez-vous qu'il y ait des mécanismes de correction et de solidarité? C'est tout à fait contradictoire. Donc nous voulons inscrire dans le marbre le fait que la loi reconnaît des compensations pour les carrières hachées, pour la pénibilité, pour tout ce qui défavorise la possibilité d'avoir une retraite digne à un âge décent. C'est aussi simple que ça, et je crois qu'on est au cœur du choix politique qui est fait entre vous et nous. Merci. Le 2589, Madame Fiat. Merci Madame la Présidente. Donc effectivement, nous voulons répertorier avec les partenaires sociaux des critères de pénibilité, évaluer si les travailleurs qui y font face doivent partir plutôt à la retraite. Si je prends mon exemple personnel, aide-soignante dans un EHPAD, les résidents peuvent rentrer à partir de 60 ans. Donc, si je dois travailler jusqu'à 66 ans, je vais me retrouver avec des résidents plus jeunes que moi. Mais j'ai bien peur que déjà à 43 ans, les troubles musculo-squelettiques ont fait leur apparition. Et j'ai bien peur que je vais... Alors déjà que je maltraite parce que je n'ai pas les moyens, mes résidents, mais j'ai bien peur qu'en plus, je ne vais même plus réussir à les remonter dans leur lit parce que je ne serai pas en état. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, est-ce que, vu que j'aurai l'âge d'être en EHPAD, est-ce que, en compensation, je pourrais dormir sur place le soir parce que je serai en âge? Merci. Le 2596, Monsieur Catenat. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, comme nous n'avons pas su vous convaincre du caractère absolument vain de cette idée d'universalité s'agissant de l'âge effectif de départ par l'âge d'équilibre et l'âge pivot, si ça n'est pas convaincant, vous dire que même le fait que tout le monde parte d'une même ligne de départ ne corrige absolument rien d'inégalité persistante au sein même d'une génération. On vous a expliqué depuis hier que entre un cadre et un ouvrier, il y a 6 à 7 années d'écart d'espérance de vie, qu'entre les 10% les plus riches et les moins riches, il y a 13 années d'écart d'espérance de vie. Donc le fait de dire tout le monde va partir d'une même ligne de départ, c'est donc universel, ne corrige rien de ces différences fondamentales qui rendent en quelque sorte votre système nul et non avenu. Il n'y a pas d'universalité. D'ailleurs, ça n'est pas très franchement possible. Nous sommes partisans, effectivement, d'une harmonisation, mais par le haut. Là, au prétexte de mettre tout le monde dans le même panier, finalement, tout va se payer très cher pour beaucoup de monde. Et ça, tout le monde l'a compris. Merci. Monsieur le rapporteur, sur ces amendements identiques. Mais le groupe La France Insoumise vient de faire la démonstration qu'ils sont finalement d'accord, parce qu'ils nous demandent d'intégrer le fait que ce soit des règles communes à l'ensemble des assurés, c'est ce que nous prévoyons, qui peuvent prendre en compte la pénibilité, nous le prévoyons, des périodes d'interruption, on va prendre en compte le chômage, la maladie, les accidents, ou d'activité partielle subie, on prévoit qu'on peut aussi surcotiser sur une assiette pleine. Donc notre projet est bien en phase finalement avec vos objectifs profonds.
mais donc défavorable sur la rédaction, puisqu'on l'explique à chacun des moments du projet. Alors, Monsieur Millienne. Oui, merci Madame la Présidente. Alors merci Monsieur le rapporteur, puisque j'allais dire exactement la même chose que ce que vous venez de dire. Et si Madame Autain ou Monsieur Quatennens peuvent me donner une précision sur ce qu'ils définissent comme étant une pension digne, je suis preneur. Merci. Monsieur Sébastien Jumel. Moi, ce que je vais dire est peut-être politiquement pas correct pour... S'il vous plaît, j'ai dit qu'on n'interrompait pas les orateurs, quels qu'ils soient et quoi qu'ils disent. Comment ça, quel qu'il soit? C'est bien ce que je veux dire, Monsieur Jumel. Vous avez très bien compris, d'ailleurs. Donc, j'allais dire quelque chose peut-être de pas politiquement correct pour les libéraux que vous êtes. Mais moi, j'assume le fait de considérer qu'il était utile juste de préserver des régimes qui tiennent en compte la spécificité de leur construction. Il est, de mon point de vue, juste qu'il y ait un régime spécifique des marins. Dans mon port, ça se justifie. Ils n'ont pas la même vie. D'ailleurs, c'est tellement juste que ça fait partie des dérogations que vous avez été obligé de consentir à votre universalité, sans qu'on sache ce qu'il va y avoir dedans, puisque vous avez renvoyé dans l'article 7 aux ordonnances, là, ils le savent, arrête ton char, ce qu'il y aura dedans. Par ailleurs, vous avez, d'une manière idéologique, presque sectaire, agiter l'épouvantail des régimes spéciaux, qui, entre parenthèses, ne concernent que 1,4% des actifs et 4% des retraités, pour justifier de laminer l'ensemble du système de retraite. Je trouve juste, au lendemain où on s'est référé au Conseil national de la résistance, de préserver le statut fabriqué par Marcel Paul pour les électriciens gaziers. Je trouve ça juste. C'est pas n'importe quel boulot. Oui, merci, Monsieur Jumel. Mais j'y reviendrai. Monsieur Woerth, oh, ça, j'y compte. Oui, encore une fois, je pense que vous vous trompez de réforme. Vous avez ce beau mot d'ailleurs, auquel auquel on est d'accord, auquel on est attaché, le mot d'universalité. Ça résonne bien, mais ça résonne bien dans une campagne électorale. Ça résonne moins bien dans un système de retraite à mettre en application. Les 42 régimes, vous y faites encore référence, comme si c'était des éléments de langage. C'est faux, c'est juste faux. Et vous êtes en train de créer au moins autant de dérogations. Au moins autant de dérogations. Vous pouvez dire non, mais c'est la vérité. Ouvrez les yeux 2 minutes. Il faut évidemment qu'il y ait une forme d'universalité, c'est-à-dire qu'on traite de la même manière. C'est pour ça qu'on propose qu'il y ait une universalité ou un socle commun sur un plafond de sécurité sociale, mais il faut laisser des régimes autonomes prendre en compte les particularités des métiers. La retraite, c'est lié au métier. Si on délie les choses, alors ça ne marche plus. Et d'ailleurs, on voit bien qu'à chaque fois, vous engouffrez dans des métiers parce que vous dites « Ah bah oui, c'est vrai. » Et donc, vous créez autant de dérogations et donc plus personne n'y comprend rien. Ça devient encore plus injuste. Et puis, vous ajoutez une variabilité qui est en fait le niveau de pension par le biais d'un âge pivot dont on parle tout le temps mais qui n'est pas dans le texte. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Donc, c'est beau comme de l'antique, mais ça marche pas. Ça marche pas. Et les avocats, ils devraient garder leur caisse autonome, comme probablement un certain nombre d'autres gens qui ne font pas appel à la solidarité nationale. Et d'ailleurs, ils contribuent à la solidarité nationale. Leur caisse, elle contribue à la solidarité nationale. Et l'ensemble des caisses, monsieur le ministre, on le voit bien dans votre texte, à un moment donné, elles vont bien être fondues dans un ensemble plus vaste. Et c'est faux de dire qu'elles continueront à être la propriété des professions qui les ont créées. Merci, Madame Rabault. Oui, merci, Madame la Présidente. Je crois, mes chers collègues de la majorité, qu'il faut avoir un peu de modestie. Si depuis 1945, on a mis 30 ou 35 ans à construire des régimes de retraite, à faire en sorte qu'on puisse y apporter des modifications, parce qu'il y a des spécificités, ça a été souligné à droite par Eric Woerth, par notre collègue Jumel, qui correspondent aux réalités des métiers, aux réalités des professions. Donc si ça a pris 30, 35, 40 ans, c'est bien qu'il y a un sujet, c'est bien qu'il y a une complexité. Et vous êtes en train de vouloir mettre au tapis le système qui existe, parce que c'est bien ça la réalité, sans avoir des règles qui sont incompréhensibles. Tout le monde dénonce l'illisibilité de votre projet de loi. Tout le monde. Vous êtes les seuls à vous accrocher en pensant que les uns et les autres puissent le comprendre. Vous savez, dans la vie, ce qui s'énonce bien, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Eh bien, on en est très très loin avec votre projet de loi. Très, 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 très loin. Et là, en démocratie, la clarté,
fait partie, je crois, des fondements du débat qui peut exister. Or là, vous nous entraînez dans le mur, vous entraînez les Français dans le mur, avec un système sur lequel personne ne comprend rien et sur lequel personne n'a idée de l'âge d'équilibre qu'il va devoir subir. Merci. Caroline Fiat. Merci Madame la Présidente. Pour répondre à Monsieur le rapporteur, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Et pour une fois, je vais être très égoïste et je vais parler que des aides-soignantes. Mais juste si on peut répondre à cette question. Là, on pouvait partir à 57 ans en retraite. Ça fait 2 ans et demi que tout le monde dit les IFAS se vident, il va falloir revaloriser le métier pour que les gens aient envie de faire ce métier. Alors, les gens ont déjà vidé les IFAS et n'avaient plus envie de faire ce métier parce qu'on maltraite nos patients, mais on pouvait encore partir à 57 ans en retraite. Maintenant, avec vous, il va falloir maltraiter nos patients jusqu'à 62, voire 64, voire 66 ans. Donc, vous m'excuserez, mais ça ne fonctionne pas bien, votre histoire, et c'est complètement illisible. Donc, non, nous ne sommes pas d'accord, parce qu'il y a des professions qui sont difficiles. Il y a des professions où les corps ne tiennent pas parce que les troubles musculo-squelettiques, on ne les invente pas. Ils existent. Et il y a des études qui existent là-dessus. Donc non, nous ne sommes pas d'accord, monsieur le rapporteur. Il faut tout prendre en compte parce qu'il y a des spécificités. Et oui, monsieur Woerth, c'est pour ça qu'il y a des gens qui partent plutôt en retraite parce que quand on prend soin des autres, on s'abîme la santé. Monsieur Célia Delaverne, pardon. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi, puisqu'on est aussi dans la rétrospective et de dépasser les slogans de campagne, de revenir à ce qui était le sens de l'universalité au moment de la création de la sécurité sociale. Quand on écoute et qu'on regarde ce que nous dit Pierre Larocque, qui est le rédacteur aux côtés du ministre Parodi des ordonnances sur la sécurité sociale en 1945, il a dit que ce qui l'a guidé, ce sont 3 principes. L'élargissement de la protection sociale à toute la population et à tous les risques. L'unité, une seule organisation. Et enfin, les mêmes prestations pour tous. Alors non, notre régime n'est pas un régime universel, mais celui que nous construisons, c'est ça l'universalité. C'est l'élargissement à tous, à des agriculteurs, à des commerçants, à des indépendants aujourd'hui qui sont mal couverts par notre système. C'est une caisse nationale dans laquelle chacun se retrouveront et ce sont des prestations, des avancées sociales, tant le minimum de pension, la majoration pour les femmes ou bien d'autres que nous allons débattre. Merci. On passe au vote pour ces amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Suivant n'est pas défendu. Le 21 534, Monsieur Daréville. Oui. Bien. On a eu cette discussion à l'instant sur le caractère universel de votre projet que nous discutons et que nous sommes nombreux à discuter, puisqu'évidemment il n'est pas au rendez-vous. Et donc il ne suffit pas d'affirmer les choses dans un titre slogan, système universel de retraite, pour que les choses soient vraies. Il faut ensuite que ça se traduise par des actes. Or les actes ne sont pas là, et moi dans tout ce que j'ai entendu jusqu'ici, je n'ai entendu jamais aucune preuve de cette universalité. En réalité, ce qui se passe, c'est que tous vos arguments tournent autour. Ils ne justifient jamais le cœur de votre dispositif. Jamais. Vous n'expliquez jamais pourquoi vous ne parlez pas de taux de remplacement. Vous n'expliquez jamais en quoi votre système à points est plus vertueux. Jamais. Les seuls arguments de justification, ils se trouvent dans les correctifs que vous avez mis à votre propre système. C'est ça, les seuls arguments que j'entends, ce sont les corrections que vous avez apportées, dont vous faites des arguments de vente. Voilà. Merci. Monsieur le rapporteur. Substituer au mot universel le mot inéquitable. Il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, donc désolé, défavorable. Oui, alors je vais d'abord passer la parole aux députés, ensuite Monsieur le ministre interviendra. Donc Monsieur Bazin. Oui, merci Madame la Présidente. Si vous me le permettez, moi je ne peux pas laisser dire ici que les aides-soignants maltraitent nos anciens. Enfin, je veux dire, dans les termes, moi ça me choque. Il y a beaucoup d'aides-soignants qui, matin, midi et soir, et le week-end compris, sont très très loin, et fort heureusement, de la maltraitance. C'est une autre question, celle de la pénibilité, mais dans leur travail et la considération qu'on doit avoir à leur égard. Voilà. Éric Woerth ne vous a pas dit qu'il ne fallait pas prendre en compte la pénibilité.
il vous a parlé d'un socle de base. Si on a une vraie discussion de fond, faut discuter de ça. Et ensuite, une fois qu'on a fixé ce socle de base, on prend en compte la pénibilité. Mais la pénibilité, il faut l'objectiver. C'est ce qu'on demande, avec une réalité des prises en compte. Et je crois qu'on a besoin de ces règles, de ce socle de base, pour rendre la réforme lisible. Et là, elle sera juste. Merci. Monsieur Vallot. Oui, c'est simplement pour dire, mais je pense que Caroline Fiat reprendra la parole tout à l'heure, elle est quand même assez autorisée à utiliser les termes qu'elle a employés. Elle n'est pas, elle, à titre personnel, maltraitante, c'est l'organisation de notre système qui fait que la souffrance des personnels finit par créer la souffrance des résidents. Et c'est cela, je crois, qu'elle a voulu dire. Simplement, pourquoi on conteste l'universalité? C'est que, quand bien même on voudrait y croire, on voudrait la vérifier dans les études de cas que vous nous avez soumis, mais tout est tronqué ou truqué. On a l'impression que tout le monde est gagnant dans votre réforme. Alors comment on peut être tous gagnants et qu'il y ait quand même de la redistribution? C'est pas possible. Ça défie toute espèce de logique. De la même manière, comme les cotisations, comme les pensions vont bouger, pour apprécier qui gagne, qui perd, il faudrait apprécier tout au long du cycle de vie ce qui se passe. Votre étude d'impact ne le propose pas. Au fond, je crois que la seule chose que vous avez retenue d'Alexandre Parodi, c'est pas le nom propre, c'est le nom commun. C'est une grossière imitation. Bien. Pardon. Clémentine Autain. Oui, c'est pas parce que vous ne répondez pas à nos questions qu'on va pas répondre aux vôtres. Donc, vous nous avez demandé ce que signifiait une pension digne. J'invite tous mes collègues à regarder notre document Retraite contre projet, parce que vous y trouverez beaucoup d'idées pour une pension digne. Donc, ça commence déjà par permettre que aucun retraité ne vive sous le seuil de pauvreté aujourd'hui qui est à 1 041 €. Ça signifie aussi très concrètement que pour une carrière complète, personne ne touche une retraite en dessous du SMIC. Ça signifie également que dans le privé, nous proposons de revenir aux 10 ans et non les 25 ans et que le taux de remplacement moyen soit de l'ordre de 75%. Et pour les régimes des fonctionnaires, qu'on reste à minima dans l'état actuel et non dans la détérioration que vous proposez. Tout cela suppose évidemment des moyens financiers d'accroître la part des richesses que nous consacrons aux retraités, mais c'est tout à fait possible d'imaginer un système dans lequel nous progressions au lieu de régresser. Alors, Monsieur Jumel. Ouais, je voulais en quelques mots dire mon soutien à Caroline Fiat, parce que la violence institutionnelle dans les EHPAD, dans les hôpitaux, est dénoncée par tout le monde, par tous les rapports, par les 1200 médecins chefs de pôle qui ont adressé leur démission au gouvernement dans la gouvernance des établissements. Donc, enfin, je pense que personne ne peut ignorer cela. Et donc, personne ne peut ignorer que l'asphyxie des établissements de santé et des établissements prenant en charge les personnes âgées dépendantes ont conduit à une violence institutionnelle qui se transforme par une maltraitance à l'égard des soignants et à l'égard des soignés. Enfin, voilà. Dire cela, c'est pas remettre en cause l'engagement professionnel des aides-soignantes. C'est prendre en compte une réalité objective que même la ministre a fini par admettre, même si elle n'y apporte aucun remède. Merci. Olivier Véran. Moi, je voudrais dire à Madame Autain que j'entends bien les promesses que font les députés de la France Insoumise aujourd'hui, s'ils avaient gagné ou s'ils devaient gagner demain. Mais de la même façon, je vais être un peu taquin. Je dirais que jusqu'ici, vous nous promettiez l'avenir en commun et que pour l'instant, on voit surtout l'avenir en commission. Plus sérieusement, pour répondre à Madame Fiat sur ce que vous disiez sur la question de l'aide-soignante. Moi, j'entends ce que vous dites comme les difficultés inhérentes à la profession. J'ai été aide-soignant beaucoup moins longtemps que vous, et je l'ai dit déjà tout à l'heure. Mais justement, le régime universel, c'est quoi? Le régime par points, c'est quoi? C'est la prise en compte de chaque nuit que vont faire des personnes qui vont travailler comme aide-soignants, y compris lorsqu'ils ne vont pas valider un trimestre complet. Moi, la moitié du travail, vous savez, Madame Fiat, la moitié du travail que j'ai fait comme aide-soignant de nuit en EHPAD, public comme privé, ne sera jamais comptabilisé au titre du travail effectué pour ma retraite, parce que je n'ai pas cotisé suffisamment longtemps, suffisamment de semaines consécutives. Le système universel par points, ça permet que chaque heure qui est travaillée demain est une heure qui va pouvoir compter dans les points. Et puis, vous savez que c'est toujours plus difficile de transformer ou de reconstruire une maison que de partir de zéro. Mais imaginez une seconde que nous devions construire aujourd'hui un système de retraite. Qui peut penser que nous construirions un système composant
comprenant 42 régimes différents. Évidemment que non. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de préparer aussi le système des retraites à l'évolution du marché du travail. 40% des jeunes qui rentrent à l'école aujourd'hui exerceront un métier demain qui n'a pas encore été inventé. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Un mot sur le débat qui nous anime autour de l'universalité. D'abord, un certain nombre de députés et le rapporteur Nicolas Turquois ont bien rappelé que l'universalité, ce n'était pas l'uniformité. Et sur le fond, d'ailleurs, j'ai entendu, avec peut-être des phrases différentes, des mots différents, mais qu'un certain nombre se félicitaient qu'on puisse reconnaître les spécificités et les difficultés qu'il peut y avoir dans l'activité de marin, dans la mise sur le fond aux normes de la pénibilité avec des normes objectives, puisque c'était le souhait du président Éric Woerth, et le fait que cette pénibilité elle puisse être mesurée sur des critères objectifs de la même façon dans le secteur privé, dans le secteur public, comme dans les entreprises qui ont des régimes spéciaux, c'est bien sur le fond une réponse à cette demande d'avoir une mesure objective de la pénibilité. Alors qu'est-ce que c'est que l'universalité que certains peut-être contestent ou en tous les cas interprètent de façon différente? Qu'est-ce qu'il y a dans le texte? Que propose le gouvernement? C'est d'appliquer les mêmes règles à tous les Français pour ce qui est de leur retraite. Et d'ailleurs, moi j'étais député il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai aussi animé un certain nombre d'échanges partout en France. Et sur le fond, on le sait bien que certains ont des réponses au niveau d'un pass, d'autres comme nous au niveau de 3 passes. Mais on le sait bien, sur le fond, la demande de nos concitoyens, c'est qu'on puisse agir, que les gouvernants, que ceux qui dirigent ce pays mettent un terme aux inégalités lorsqu'elles n'ont pas de raison objective d'exister. Il peut y avoir des raisons objectives d'avoir des départs anticipés. Ça peut être le cas des gendarmes, ça peut être le cas des policiers, ça peut être le cas des militaires. Ce sont des éléments objectifs. On ne peut pas demander à quelqu'un qui expose sa vie pour protéger celle des autres et qui exerce son activité dans des conditions dangereuses, d'extrême chaleur parfois, de dangerosité permanente, d'avoir le même âge de départ. Je pense qu'il y a un deuxième point qui est important dans l'universalité. C'est, sur le fond, le projet du gouvernement, c'est qu'on demande aux Français les mêmes efforts pour obtenir les mêmes droits. Donc oui, parce qu'il peut, cela a du sens. C'est parce que nous faisons des efforts collectivement que nous produisons de la richesse et que notre pays s'enrichit et est plus solidaire et fait de la redistribution. C'est pas tabou de dire ça. Mais cela doit générer des droits. Et ce que nous voulons, c'est que ça génère les mêmes droits. Il y a un troisième item, et j'en arrêterai là, Madame la Présidente, sur l'universalité qui me paraît important, c'est de faire aussi que le rendement des cotisations qui a fait l'objet d'échanges et de questionnements, mais nous y reviendrons, j'espère, dans la partie adéquate, parce que là, nous sommes encore une fois toujours dans ce titre 1 sur les principes généraux, donc je pense que nous pourrons y entrer plus complètement quand nous serons dans la partie qui concerne ce sujet, mais de faire en sorte que le rendement de cotisation soit le même pour tous. C'est important que ce rendement soit le même pour tous. Eh bien, ces 3 points-là, ce sont bien les marqueurs d'universalité. Et c'est en cela qu'il y a de l'universalité. Ce n'est pas de l'uniformité, ce n'est pas la non-reconnaissance de spécificité, ce n'est pas la non-prise en compte des réalités lorsqu'elles sont difficiles. C'est bien parce que collectivement, nous allons être capables de reprendre en compte tout cela en ayant les mêmes règles pour tous, en ayant le même rendement pour tous et en demandant les mêmes efforts pour construire les mêmes droits. C'est bien parce que les Français attendent de nous que nous réécrivions le contrat social que nous avons avec eux sur ce sujet-là. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a eu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement suivant, le 544. Oui, Madame la Présidente. Moi, je serais curieux, Monsieur le Ministre, de connaître de manière précise, vous venez de parler de taux de rendement, le taux de rendement, les différents taux de rendement d'ailleurs, génération par génération, parce que ça ne fait pas partie des éléments qui nous ont été fournis. Ensuite, bon, votre système, ce qu'il universalise, c'est la régression, la pénurie, le rabais, mais pas le reste. C'est pour ça que nous l'appelons plutôt, nous, le régime universel. Ici, je fais une proposition assez symptomatique, d'ailleurs, de la différence qui nous oppose. Vous dites, le système universel de retraite prévu est un ensemble de règles de calcul, de conditions de versement des retraites, etc., etc. Mais non. Ce dont nous avons besoin, c'est pas ça. Pour nous, un système de retraite, ce sont d'abord des droits. Et ça n'apparaît pas dans la manière dont vous définissez les choses. Vous renversez complètement l'ordre
l'ordre des choses. Et je pense que c'est assez symptomatique. Nous pensons qu'il faut garantir des droits. Mais ce n'est pas votre problème, visiblement. En tout cas, ce n'est pas ça que vous fixez comme objectif prioritaire à votre système. Monsieur le rapporteur. Ça s'appelle la structure d'un texte de loi. La conception de la retraite doit être distinguée sous l'angle des droits, et c'était tout l'enjeu, et que j'ai répété à de nombreuses reprises, de l'article 1, où on définissait les objectifs en vue de se constituer des droits, d'équité, de solidarité. Et le titre, l'article 2, effectivement, on commence à rentrer dans les outils qui vont être utilisés au service des droits évoqués à l'article 1, donc les règles de calcul qui concrétisent ce droit et qui lui donnent une dimension réaliste pour nos concitoyens. Donc les règles de calcul de la retraite ne sont pas un ensemble purement technique ou formel, elles conditionnent l'enveloppe dont disposeront les retraités chaque mois et doivent bien figurer dans la loi. Donc demande de retrait. Merci. Alors, Monsieur Woerth. Enfin, l'ensemble des droits, à un moment donné, reviennent à une série de règles de calcul. Parce que les Français aiment bien les droits généraux, mais enfin, ils aiment bien savoir ce que ça donne dans la vie réelle. Et ce sont évidemment des règles de calcul. D'ailleurs, le paramétrique domine le systémique. C'est très très bien de parler d'idées générales. C'est mieux de savoir exactement comment ça se passe. Et au fond, ce sont les paramètres qui définissent exactement ce qu'est un système. Sinon, le système, il n'existe pas dans la vie réelle. Un mot sur ce que disaient nos collègues insoumis tout à l'heure. On entend tout le temps que le travail est une souffrance. Tout le temps. C'est tout le temps une souffrance. C'est pas qu'une souffrance, le travail, heureusement. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça, quel que soit le travail. Et d'ailleurs, lorsque le travail est une souffrance objectivable, il y a des mécanismes de compensation. Le temps de travail, d'ailleurs, est un mécanisme de compensation. On travaille moins en France que dans la plupart des autres pays, etc., etc. Donc, arrêtez de présenter le travail comme une souffrance. Les 42 régimes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les Français passent par 2, 3 régimes en moyenne dans leur carrière, par caisse. C'est ça qu'il faut en réalité. C'est ça la réalité de la vie des Français. C'est pas 42 régimes. Et dans ces cas, d'ailleurs, Monsieur le Secrétaire d'État, personne ne peut penser, je ne le crois pas, qu'aucun Français ne demandait plus de justice dans le domaine des retraites. Ils demandaient que leur système de retraite soit plus clair. Ils demandaient qu'il y ait des régimes spéciaux qui soient supprimés car anormalement construits. Et ils demandaient, au fond, d'être assurés et garantis sur leur retraite. Et qu'il y ait à l'intérieur du système de retraite suffisamment d'éléments qui permettent d'égaliser un certain nombre de situations. C'était tout à fait possible de le faire autrement. Et d'ailleurs, il suffisait de juste modifier les règles de distribution des trimestres pour éviter le problème du premier euro qui souvent ou parfois aujourd'hui ne rentre pas dans le calcul de la carrière. Il n'était pas la peine de changer absolument tout pour résoudre cette question. On pouvait faire beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, beaucoup plus lisible. Merci, Monsieur Woerth. Je vais passer la parole à Monsieur Juanico, auquel, dans ce monde de brut, je souhaite un joyeux anniversaire. Merci, Madame la Présidente. 48 ans, je suis encore très loin de la retraite. Monsieur le ministre disait à l'instant, nous souhaitons un système universel où nous appliquerons les mêmes règles et où nous demanderons les mêmes efforts. Or, il n'y a pas plus injuste sur le plan social que le système de l'âge d'équilibre ou de l'âge pivot, avec le système de malus et la décote puissante. Et monsieur le ministre, depuis lundi après-midi, et même un peu la semaine dernière lors des auditions, nous n'avons pas manqué de soulever un cas d'espèce. Un ouvrier qui démarre sa vie active à 20 ou 21 ans et qui cotise 43 ans et qui devra partir avant 65 ans avec une très grosse décote par rapport à un cadre supérieur qui démarre sa vie active à 25 ans avec 43 ans de durée de cotisation, qui lui partirait après 65 ans et qui aurait, lui, une surcote. Est-ce que c'est cela, appliquer les mêmes règles? Est-ce que c'est ça, demander les mêmes efforts? Merci, Monsieur Cotenins. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais répondre à notre collègue Woerth qui nous dit que nous présentons le travail uniquement comme une souffrance. Ce n'est pas vrai. Non, nous ne présentons pas le travail comme une souffrance. Le travail peut tout à fait... Non, je vous le redis, non. Le travail peut tout à fait être une source d'épanouissement, de réalisation.
Évidemment, nous n'avons jamais dit le contraire. En revanche, vous avez l'air de nier le fait qu'il puisse être une source de souffrance et qu'il puisse être pénible. C'est une évidence. Mais surtout, au-delà de ça, interrogeons-nous, à quoi bon travailler toujours plus longtemps? Expliquez-moi pourquoi. Le sens de l'histoire et du progrès social n'est-il pas précisément de faire en sorte qu'on puisse se libérer du temps? On aurait pu avoir un débat philosophique, ça n'a pas encore été le cas, sur ce que font les retraités de ce pays et quelle conception se fait de ce troisième âge de la vie. Je vous demande de répondre à cette question. À quoi bon travailler toujours plus? Si on peut se payer le luxe, et on le peut, de ne pas le faire, à quoi bon travailler plus longtemps? Je veux dire, c'est une martingale, votre affaire. Vous nous prêtez l'intention de dire le travail est toujours une souffrance, ce n'est pas vrai. Mais par contre, vous niez le fait que ça puisse être pénible et qu'on puisse avoir envie de faire autre chose. Et d'ailleurs, les retraités de ce pays font beaucoup d'autres choses dont nous avons besoin. Merci, Monsieur Quatennens. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu... Oh, pardon, Monsieur Villefranche, je ne vous avais pas vu. Pardon. Non, mais je vous en prie à nouveau. C'est pas pour être redondant, mais je voudrais effectivement revenir parce que éviter quand même de nous attribuer d'être pénalisant vis-à-vis du travail. Effectivement, le travail est une valeur, et une valeur positive. Ceci étant, vous ne pouvez pas être en dehors non seulement du ressenti, mais de l'actualité qui traverse le monde du travail. J'en veux pour preuve le récent colloque organisé à l'initiative de nos collègues socialistes sur la santé au travail, à la suite de l'affaire France Télécom. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Eh bien, c'est que la santé au travail est malmenée, non seulement sur le champ de la pénibilité, tel que le débat, nous l'avons déjà eu, mais sur d'autres champs aujourd'hui qui devraient ouvrir droit à des réformes majeures sur la santé au travail. Et rendre illégales les organisations du travail pathogène, par exemple, qui est revendiqué, repenser la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment d'origine psychique. Autant d'éléments majeurs dans une vraie politique de la santé au travail que vous négligez et qui devraient accompagner une réforme positive et une évolution positive de notre politique de retraite. Je mets aux voix cet amendement qui a un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Deux amendements identiques suivent. Le 1374. Monsieur Woerth. Oui, Madame la Présidente. Les Républicains proposent un système qui est différent. Il est différent, et je le répète, un socle universel, je pense qui vaut pour tous, à hauteur d'un plafond de sécurité sociale, et après des caisses autonomes qui permettent à chacun d'avoir une retraite qui soit correspondante aux conditions de travail et d'exercice des métiers. Chacun peut faire ce qu'il veut à partir du moment, évidemment, où il n'a pas besoin du contribuable. Et puis si un jour il a besoin du contribuable, eh bien il rentre dans le système universel au fur et à mesure du temps. C'est par la biais du volontarisme. Vous souhaitez araser toutes les différences, jusqu'à 120 000 euros, araser. Et puis au-delà, vous laissez les gens se débrouiller tout seuls. Bon, c'est un choix qui peut être terriblement injuste, d'un côté d'ailleurs, comme de l'autre. Araser ces différences, c'est une chose, mais en même temps, vous les recréez. Et vous en recréerez probablement de plus en plus. Et vous avez des phases de transition qui sont de plus en plus longues, parce que comme il est impossible de faire converger tout ça, en réalité, ça se terminera dans un demi-siècle. Personne ne verra la différence. Personne ne pourra dire c'est mieux maintenant que c'était mieux avant. Non, personne. Personne ne pourra recalculer ce qu'il aurait gagné à la retraite, alors que, en fonction de ce que vous lui ferez gagner. D'ailleurs, on voit bien, dans les différences de calcul, c'est tout le temps comme ça. Quelle que soit la manière dont c'est présenté, personne n'est jamais d'accord. Parce qu'au fond, c'est totalement imprévisible. Et quand un système se termine ou aboutit à l'échéance 3, 4, 5 présidents de la République plus tard, on peut se poser quand même des questions sur sa durabilité, sa viabilité, sa capacité réellement à converger. Donc c'est pas clair. Donc nous proposons un socle, des caisses autonomes qui peuvent fusionner si elles le souhaitent, et puis un socle de droits familiaux, notamment concernant les droits familiaux et les aidants, en ce qui concerne l'ensemble du système. Et ce serait bien plus utile, bien plus efficace et bien plus juste. Merci, Monsieur Woerth. L'amendement suivant n'est pas défendu. Donc, je demande son avis au rapporteur. Bon, j'entends votre argument, Monsieur Woerth, mais le principal problème pour moi, c'est que vous laissez des systèmes avec des problèmes démographiques. C'est ça l'enjeu majeur. Et
Et je crois que ce qui aurait pu éclairer utilement peut-être notre commission, c'est d'auditionner des historiens de l'histoire sociale en France. Et j'ai découvert assez récemment que en 1990, au moment de la publication du livre blanc de Michel Rocard, il y avait encore une centaine de régimes spéciaux. Chaque banque avait un régime spécial. Chaque port autonome avait un régime spécial. Il ne reste plus que le port autonome de Strasbourg aujourd'hui, avec à peu près 200 salariés. Il y avait des régimes autonomes en Alsace-Lorraine pour certaines petites professions. Et donc, ces régimes, parce qu'ils avaient une base démographique extrêmement fragile, ont été progressivement intégrés avec ce qu'ils appelaient une protection actuarielle de leurs droits, où ils ont légèrement surcotisé pendant quelques années et ils ont été repris par le régime général. Est-ce qu'aujourd'hui, on entend les personnes, les salariés du système bancaire redemander à revenir d'un régime spécial lié à leur banque? Et donc, d'avoir des règles communes, ça permet, parce qu'on a l'impression de défendre un certain nombre de droits qui sont spécifiques, et au final, personne... Je vous invite à questionner des jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Ils se demandent pourquoi ils ont extrêmement de mal à choisir une voie professionnelle dans laquelle ils vont s'engager toute la vie. Et si en plus ils doivent réfléchir à peut-être quel système auquel ils vont avoir droit de leur retraite future, ils n'en savent rien et au final, c'est le cadet de leurs soucis. Donc, proposons à tous nos jeunes d'aujourd'hui, dans ce système futur qui aura lieu, comme vous le dites, dans 3 ou 4 nouveaux présidents, d'avoir les mêmes chances de se retrouver à la retraite plus tard. Donc, nous proposons un système le plus équitable possible. Ça demande de la transition, ça demande de la transformation. C'est pour ça que nous le prévoyons sur un temps long. Défavorable. Merci. Monsieur Marie-Lossian. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, cet amendement propose en fait de limiter les cotisations du système universel aux cotisations assises sur la fraction du revenu inférieure à un plafond annuel de la sécurité sociale au lieu de 3 plafonds. Pourtant, l'idée du projet de réforme est simple et juste. 100% des actifs doivent être couverts par le système universel avec une acquisition de droits sur la totalité de leur revenu d'activité dans la fameuse limite de 3 passes, c'est-à-dire aujourd'hui, en 2020, 123 408 € bruts. Au-delà, pour moins de 1% d'entre eux, il y a une cotisation de solidarité. Mais pour le régime dont le plafond est différent, il est prévu de les faire converger vers une cible de 3 passes, et ce sur une durée de 15 ans. Si on appliquait cet amendement, on maintiendrait alors un système de base limité à 1 pass et des systèmes complémentaires au-delà de 1 pass. Avec un problème, l'amendement ne nous dit pas ce que seraient ces règles au-delà de 1 pass. Proposer ainsi un tout petit socle de solidarité limité à 1 pass, ce n'est pas notre philosophie. Nous voulons un système plus universel de solidarité qui s'adresse à tous les actifs et qui est surtout bâti sur la solidarité la plus large possible. Je ne peux donc pas soutenir cet amendement. Merci. Monsieur Jean-Pierre Door. Pardon, Monsieur Verde veut reprendre la parole. D'accord, j'ai compris que c'était... Mais enfin, on peut faire de l'histoire des retraites, c'est très bien, mais vous voulez fondre l'ensemble des systèmes dans un seul. C'est une mauvaise idée, c'est une idée de technocrate. C'est totalement technocratique. Que des systèmes, au fur et à mesure du temps, convergent, parce qu'il y a des questions démographiques, tout ça, on le voit très longtemps à l'avance, qu'ils y viennent naturellement, et d'ailleurs ça s'est passé comme ça, et c'est tant mieux. Laissez la possibilité de le faire. Vous pouvez le laisser le faire aux avocats, aux marins, etc. Mais bien sûr qu'à un moment donné, il y aura des questions démographiques. On les mesure très bien. On sait à peu près quand. D'ailleurs, vous auriez pu savoir exactement aussi qu'il y avait des problèmes financiers à partir de 2020. On le disait en 2010. Donc, c'était pas compliqué de le savoir et de le préparer déjà depuis 2 ans. Vous ne l'avez pas fait. Vous découvrez les trucs au dernier moment. Nous, on vous propose de les prévoir. Et ce serait été très bien. Les jeunes, ils n'auront pas plus confiance dans le système que vous montez qu'ils n'auraient confiance dans le système d'aujourd'hui, par principe. Parce qu'ils ne savent pas comment les choses seront garanties, et ils ne peuvent pas avoir confiance à partir du moment où vous ne dites pas comment c'est financé. Enfin, en 2010, il n'y a pas si longtemps, puisque vous voulez faire de l'histoire, nous disions, et nous avons voté sur l'idée d'un débat sur un système universel par points. Vous n'avez rien inventé. C'est la loi de 2010, non respectée après par nos successeurs socialistes. La volonté était de faire un système universel ou de base, ou un système universel qui au moins permette la fusion entre les régimes de la fonction publique et les régimes du secteur privé. Parce que ça pouvait avoir un sens, même si c'est difficile et même si c'est extraordinairement coûteux. Merci. Ce que vous faites est extraordinairement coûteux. Merci, Monsieur Verde. Monsieur Vallot.
évidemment sans en tirer les mêmes conclusions que M. Woerth, mais dire qu'en effet, on est tous les héritiers d'une histoire longue entre les intentions initiales et ce qui s'est passé. D'ailleurs, l'histoire des assurances vieillesse ne date pas seulement de 1945. C'est une histoire qui démarre à la fin du 19e, d'ailleurs avec un rapport très compliqué des ouvriers et des syndicats eux-mêmes à ce type d'assurance auquel ils refusaient de cotiser parce qu'ils pensaient qu'ils n'en bénéficieraient jamais. Et la réalité, c'est que vous êtes dans une forme d'obstination ou d'illusion technocratique. La réalité, c'est que ce système ne fonctionne que sur le bureau de la direction des trésors. Dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. Ça se heurte à la réalité, à la complexité des existences. Et ce que vous êtes en train d'inaugurer, c'est un chaos total. Ce dont les uns et les autres, y compris les partisans initiaux de la réforme, prennent aujourd'hui conscience, c'est que vous êtes en train de nous entraîner dans un désordre considérable, que cette réforme n'est pas maîtrisée. La meilleure des preuves est que vous n'êtes pas même capable, dans l'étude d'impact, d'en présenter les tenants et les aboutissants. Et ce qu'il faut craindre, et je crains que ce soit une prophétie qui se réalise, c'est que dans moins de 10 ans, on ait à ramasser notre régime de retraite à la petite cuillère parce que la désorganisation aura été totale. Merci. Alors, je mets aux voix cet amendement, qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Alors, le 2619, Madame Autain. Oui, alors nous proposons de supprimer l'alinéa 3 parce que c'est un alinéa qui propose de rendre applicable la réforme aux fonctionnaires, aux assurés relevant de régimes complémentaires et aux assurés relevant des caisses de mutualité agricole. Donc c'est une fusion qui comporte de nombreuses difficultés et qui d'ailleurs ne sont pas calées vu le niveau d'impréparation du gouvernement et qui nous plonge dans une multitude de régimes qui seront applicables à l'ensemble des personnes et des catégories qui subsisteront. Donc vous avez mis le pays à feu et à sang avec votre contre-réforme et avec des réponses, oui, excusez-moi, d'universalité. J'ai l'impression que c'est surtout l'universalité des colères qu'on peut observer aujourd'hui dans notre pays. Et je vous recommande la lecture ce soir, mes chers collègues du Monde, parce que vous avez un nombre de contributions de personnalités, notamment du monde de l'économie, qui ont analysé l'impact de votre contre-réforme. Et c'est littéralement édifiant. Je prendrai donc le cas de la fusion sur les fonctionnaires. Monsieur Sterdignac, Henri Sterdignac, qui est donc économiste, nous donne un bilan terrifiant où, en gros, le manque à gagner sur les retraites serait de l'ordre de 32%. Voilà le bilan, c'est simple, clair, net, précis. C'est une immense régression. Alors, le 2623, Madame Fiat. Merci Madame la Présidente. J'ai profité de cet amendement pour répondre à Monsieur Bazin qui m'a reproché d'avoir dit que les aides-soignantes étaient maltraitantes. Donc je vais assumer mon propos. Dès juillet 2017, à la tribune de l'hémicycle, j'ai parlé de mes conditions de travail. J'ai parlé des 14 besoins fondamentaux. Je considère que quand on me demande de faire une toilette sur un corps meurtri en moins de 5 minutes, on m'a demandé de devenir maltraitante vers des personnes qui ont sur un corps meurtri. C'est effectivement les 20 dernières années de gouvernements qui se sont succédés qui ont fait que je suis devenue maltraitante. C'est pas moi qui ai choisi de devenir maltraitante. Aucune de mes collègues s'est réveillée un matin en disant j'ai envie de devenir maltraitante. Mes collègues raccrochent leur blouse. J'ai des collègues qui se sont suicidés. J'ai des collègues qui vont très mal. Les IFAS sont vides. Mais je suis contente que le fait que je vous dise qu'on soit devenu maltraitante vous choque. Ça fait 2 ans et demi que je veux que ça vous choque. Alors peut-être que maintenant les choses vont changer, mais je ne retirerai pas mes propos parce que c'est la réalité. Je suis devenue maltraitante à cause des gouvernements. Monsieur Cotenins, l'amendement 2630. Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, bon, non seulement il n'y a pas d'universalité, mais surtout les effets de votre réforme vont être extrêmement variables selon les catégories socio-professionnelles notamment. Et puisque ma collègue Autain a fait référence aux articles du Monde qui sont éclairants sur le débat que nous avons en ce moment, eh bien, on y apprend notamment que, par exemple, les effets de la réforme vont impacter beaucoup plus durement les employés et les professions intermédiaires que, par exemple, les cadres supérieurs qui, eux, vont potentiellement y gagner. Donc, il y a bien effectivement plusieurs poids et plusieurs mesures dans ce projet de loi.
ce qui non seulement conforte l'idée qu'il n'y a pas d'universalité, mais surtout que les effets de la réforme vont être extrêmement variables selon les situations individuelles, en plus de considérer les gens de manière extrêmement différente du point de vue du temps qu'il faudra travailler et du temps de la vie passée au travail pour pouvoir accéder à une retraite à taux plein par le report de l'âge d'équilibre. Très clairement, ces articles sont assez éclairants et méritent d'être considérés à l'heure de nos débats. Les employés vont être les grands perdants de cette réforme des retraites. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, je m'étais toujours interrogé au début de mon mandat pourquoi il y avait des statistiques sur, vous savez, nosdéputés.fr, il y a des députés qui déposent énormément d'amendements, donc je n'avais pas compris la technique. On supprime alinéa par alinéa, évidemment, là on explose les chiffres. Je trouve qu'on construit rien. On renvoie une très mauvaise image du fonctionnement de l'Assemblée. Quand vous êtes sur des propositions dont on peut discuter, je peux l'entendre même si c'est pas notre philosophie, mais alinéa par alinéa, je trouve que ça n'a aucun sens, donc défavorable. Alors, j'ai Monsieur Jumel. Oui, pardonnez-moi, Présidente, mais dans quelques instants, notre groupe va faire un rappel au règlement en séance. Je voulais le relayer ici parce que ça concerne notre commission spéciale. Nous avons décidé qu'il ne pouvait pas être exclu de poursuivre jusqu'à mardi 11, y compris samedi 8 et dimanche 9, et que la discussion du projet de loi organique se tienne mercredi 12, si j'ai bien compris.